Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse dans l'expo, c'est le public. Ce qui m'intéresse dans le tatouage, c'est le tatoué. En vrai, la création est juste un médium. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si mon podcast vous plaît, alors il y a de fortes chances pour que Creative Pep Talk vous plaise également. Visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Cédric Malo, plus connu sous le pseudonyme Tabasse. Artiste marseillais aux multiples casquettes, Cédric passe d'un médium à l'autre depuis plus de 20 ans. Autant à l'aise dans le milieu du graffiti que l'illustration, l'art contemporain et aujourd'hui le tatouage, c'est pourtant via le graphisme que j'ai découvert le travail de Cédric lors de mes études de beaux-arts. Ses personnages sympathiques collés dans la rue, ses affiches pour le festival Mars Attack à Marseille, ses pochettes d'albums et surtout son travail de typographie à la main, tout cela avait de quoi inspirer l'aspirant graphiste que j'étais. 10 ans plus tard, c'est lors de son dernier passage à Paris et en tant que tatoueur que j'ai retrouvé Cédric. Et oui, ne se contentant plus des murs, du papier ou de la toile, désormais c'est directement sur votre peau que Tabasse dessine aujourd'hui. Dans cet épisode, on retrace les diverses périodes de sa carrière afin de mieux comprendre ce qui l'a amené au tatouage aujourd'hui. Et vous remarquerez bien assez tôt que le fil conducteur de tout ça, c'est son insatiable quête de sens et de plaisir. On parle aussi du rapport de confiance avec les gens qu'implique cette nouvelle discipline, du plaisir de la rencontre et de l'éternelle question de la confiance en soi. Vous commencez à me connaître, ces thématiques me sont chères, je me suis donc régalé. Ça tombe bien, Cédric est un fin gourmet, alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma discussion avec Cédric Malo. Bonne écoute. Voilà, hop, tu vois, ça fonctionne. Bah écoute, nickel. Allons-y. Cédric, bienvenue sur Sens Créatif. Ouais. Salut. Ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Bah salut Jérémy, merci à toi de m'inviter sur cette petite discussion. Ouais. Bah comme je t'ai dit, si j'étais passé sur Marseille, je serais venu te voir. Ouais. Mais bon, voilà, peut-être passage sur Paris, donc. Ouais, voilà, du coup, c'est moi qui suis venu à toi. Exactement. Puis j'ai vu sur Instagram que tu passais, et bim. Donc voilà, merci à toi. Bah c'est vrai que là j'en ai profité pour une petite semaine de tatou en guest à l'encrerie. Du coup voilà, c'était d'une pierre plusieurs coups quoi. Yes, carrément. Du coup voilà, là t'as déjà vendu la mèche, même si ce sera dans le titre de l'épisode, t'es tatoueur. Ah voilà. Mais t'as plein de cordes à ton arc et on va pouvoir en discuter. Mais je commence chaque épisode par la même question, c'est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Qu'est-ce qui motive? Alors, bah écoute, je vais te faire peut-être une réponse bateau. J'imagine que tout le monde fait la même, en tout cas tous les parents. Bah, je me lève pour manger un petit déj avec mon fils. Généralement, c'est comme ça que commence la journée. Après, ça dépend du des projets que j'ai à faire, mais c'est souvent comme ça que ça commence. En tout cas, un bon petit déj parce que je suis pas quelqu'un qui mange le matin. Donc, je me force pour accompagner mon garçon, quoi. D'accord. Enfin, qui est grand maintenant puisqu'il a 14 ans cette année, donc. Ouais. Et c'est lui qui vient tirer papa du lit. Alors généralement, il me tire même pas du lit. Si je me réveille pas, je t'avoue que il peut même partir tout seul maintenant. C'est ça qui est bien, quoi. C'est fantastique. Ah bah ouais. Je t'avoue que toi, t'es pas encore là-dedans. Mais... Moi, c'est mon fils qui pleure et c'est. Ah ouais. Non mais j'ai connu ça aussi. Enfin, on l'a tous fait. Trop bien. Bon ben parfait. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis expliquer un peu ce que tu fais? Bah je m'appelle Cédric Malo, je signe mon travail du pseudonyme Tabasse depuis 20 ans cette année puisque je fête les 20 ans de Tabasse. J'ai fêté les 20 ans de Tabasse le 1er avril. Alors c'est pas un poisson d'avril, mais j'avoue que c'était la première fois que j'ai utilisé ce logo-là. C'est le 1er avril 99. Et du coup en fait j'ai commencé mon travail, on va dire que j'ai commencé en faisant du graphisme, en tout cas du graffiti au départ, puisque c'est ça qui m'a quand même amené au graphisme, à des études de graphisme. J'ai fait des études assez courtes, puisque en 96, j'ai passé un BTS à l'époque à Marseille. Ouais, c'est vrai que ça remonte un peu. En fait, par goût des lettres, du graffiti, il m'a amené vers le goût de la calligraphie, de la typo en tout cas. Je me suis intéressé à ça. J'ai fait du coup des études de graphisme à ce moment-là. Et puis du coup, je suis devenu graphiste assez rapidement.
J'ai bossé dans un studio à l'époque qui était assez connu parce qu'il bossait pour IAM à l'époque notamment, ce qui était un peu beaucoup de rap dans les années 90 tout ça. Donc j'ai commencé en tant que graphiste là-bas. C'est là que j'ai fait mes premiers projets, notamment la pochette de la Funky Family qui a sorti Si Dieu veut donc en 97. C'est toi? Ouais. Ok, d'accord. Le graphisme en tout cas puisque je travaillais avec le photographe à l'époque là-bas. Et puis beaucoup d'albums de rap dans ces années qui ont suivi jusqu'en 99, 97, 98, 99, Troisième œil pour les citer, l'album de Taxi, la BO de Taxi puisque à l'époque le film venait de sortir, l'album de Faflara, j'avais fait un peu de graphisme avec eux. Enfin tout un tas de trucs et puis du coup je suis parti de là-bas en 99, j'ai monté mon Tabas quoi, du coup c'est devenu je suis devenu freelance et donc là ça fait 20 ans que je fais ça quoi. Voilà. Wow. Alors du coup illustration, graphisme, de la DA, beaucoup de DA pour Mars Attack notamment, j'ai bossé pour alors on n'a pas le droit de les citer pour Pastis 51 pour lequel j'ai fait la loi Evin hein. Tu feras un petit bip au montage. Bip. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Un verre piscine qui a été beaucoup distribué puisque c'est 450 000 exemplaires par an depuis presque 10 ans. Ça c'est pas mal que j'ai signé du coup de mon logo, donc c'est vrai que c'est en tant qu'artiste c'est pas mal parce que c'est comme faire de la moutarde à Dijon ou faire des saucisses à Strasbourg. Là faire du pastis à Marseille, c'est vrai que c'était quand même un truc. Et puis du coup depuis quelque temps tatouage aussi maintenant puisque je partage des projets perso et des projets de commande tant en graphisme qu'en art puisque je fais des toiles aussi voilà. Wow. T'as abordé mes 5 premières questions. Ah ouais, merde. Non, c'est cool. C'est super cool, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, revenir sur Moi, je l'ai fait vite, hein. Je l'ai fait vite, peut-être. Non, mais c'est très bien. Non, mais voilà. Et puis maintenant, on va y revenir tout simplement. Par exemple, ta période graffiti, si je me trompe pas, c'est ça qui t'a amené à la suite. C'était la grosse claque dans les années 90. Le vrai départ de tout ça, c'est quand même on va dire un style de vie urbain parce que quand j'étais adolescent, j'étais déjà dans le BMX, je faisais pas mal de skateboard. Je faisais déjà du street à l'époque, ce qu'on appelait du skate, voilà. Et puis petit à petit, à force de traîner dans la rue, on commence à faire du tag. Et puis j'ai lâché la planche pour les marqueurs et pour les bombes. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le départ. À l'époque, j'habitais en banlieue parisienne, j'habitais à Meaux. Donc c'est vrai que c'est là que viennent pas mal de gars, notamment du graffiti aussi. Je regardais les trains passer, je venais skater en bas à Paris, donc du coup c'est comme ça que ça s'est un peu mis en route. Puis c'était le début du graffiti, hein, début 90. Je suis en banlieue parisienne, donc c'est là que ça se passe quoi. Ouais. Voilà, on voit quand même qu'on commence à avoir pas mal de NTN dans les rues. Il y a, je fais partie de la génération Paris-Tonkar, ce qu'on appelle. Je connais pas. C'est un livre qui est sorti donc dans ces années-là. J'étais déjà bien trempé dans Sprechen Art puisque c'était un bouquin qui était déjà sorti avant sur les graffitis new-yorkais, mais c'est plutôt le graffiti parisien ou français en tout cas qui m'a intéressé. Et puis on a commencé comme ça quoi. Du coup le graffiti t'amène aux lettres. Graffiti, les lettres, ouais, un peu de graphisme du coup, et puis de l'illustration surtout parce que je faisais pas mal de personnages moi plutôt à l'époque. C'est un peu comme ça que je te le disais tout à l'heure, mais c'est comme ça que j'étais un peu découvert. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était le milieu de la musique. Et quand j'ai découvert ce que tu avais fait pour les Nuits Carrées, le Festival Mars Attack, et donc tes pochettes d'albums, etc. Moi, j'étais pas à cette époque-là à fond dans le rap, mais j'avais vu ton travail pour les pochettes, et moi, j'aurais trop voulu faire plein de pochettes d'albums. Il y avait un duo de graphistes US, ça s'appelle Invisible Creature, je sais pas si ça te dit quelque chose, ou Aztec Studio à l'époque. Eux, ils étaient plus dans tout ce qui était musique plus costaud, on va dire, plus extrême. Moi, c'est ce que j'avais trop envie de faire. Mais bon, bref, et je sais plus trop comment je suis tombé sur ton travail, mais les affiches de festival et tout, ça me faisait grave rêver. Et je me demandais si tu pouvais du coup un petit peu nous parler de cette époque où tu bossais à fond en tant que graphiste, en tant qu'illustrateur. Qu'est-ce que ça t'évoque cette période-là? Déjà juste pour revenir un peu en amont, c'est que mon boulot a souvent été lié à la musique, même si moi j'en ai jamais fait. J'ai fait du solfège, mais j'ai jamais touché un instrument. Ça a quelque chose. C'était l'enfer. Les 9 mois de solfège que j'ai fait, je t'avoue, je suis très content finalement de pas avoir persévéré. Mais en même temps, je me suis toujours c'est très parallèle en fait. C'est vrai que déjà le graffiti à l'époque, on écoutait beaucoup de hip-hop. C'était le début, comme je disais tout à l'heure, les NTM venaient d'arriver. Moi, j'arrivais à Marseille à ce moment-là. C'était vraiment les débuts d'IAM et tout ça.
C'était l'époque de Ombre et Lumière venait de sortir. Il y avait l'album de la planète Mars qui était déjà bien reconnu. Puis c'est vrai que du coup les festivals de musique ont suivi les pochettes d'albums. Ça c'est mon début de travail de graphiste. Je t'avoue qu'aujourd'hui avec du recul c'est devenu on va dire un peu plus commercial le travail que je fais en tant qu'illustrateur, parce que j'ai quand même bossé pour pas mal de marques. Le travail culturel en fait était intéressant à ce moment-là parce que c'était aujourd'hui, je m'en rends pas trop compte, mais c'est plutôt les retours de ce que j'entends. C'est vrai que la FF a été quand même un truc qui a marqué l'histoire du rap français en tout cas. Mmh. Je le vois aujourd'hui parce que tout le monde les rappelle sur scène, etc. Enfin, on s'en rendait pas compte à l'époque. On était dans un truc, je sais pas, on l'a fait quoi. Mmh. Bien ou pas, en tout cas, on était là à ce moment-là. On a eu de la chance de tomber là quoi. Et après, écoute, aujourd'hui, mon travail de graphiste, je serais plus illustrateur que graphiste aujourd'hui, ou plus artiste en fait. C'est-à-dire que je travaille plutôt sur des projets créatifs, et après ils sont des commandes ou pas, et puis le support final, ça peut être plein de choses. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'expos, des choses comme ça. Ça rejoint, on va dire, mon travail de graphiste d'avant. Tout est mélangé en vrai. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire. Je me sers plutôt de mon travail de graphiste aujourd'hui comme un outil pour pouvoir communiquer. Après, je le vends de moins en moins. On me demande de moins en moins d'identité visuelle, de graphisme plus traditionnel, quoi, on va dire. Ouais. Pourquoi on paierait un graphiste senior, j'imagine, parce que peut-être je suis cher. L'expérience. Ouais. En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'ils m'appellent pas. Ils pensent que je suis cher. Ouais. Peut-être que l'expérience se paye aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que tout ça est vachement mélangé. J'aime beaucoup l'édition, j'en ai fait beaucoup et. En tant que graphiste, tu veux dire ? En tant que graphiste. Ouais, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je fais beaucoup de print, plus que de web finalement, parce que c'est plutôt ma génération. Puis j'aime le papier. Tout ce qui est fabrication, c'est quand même un truc qui voilà, je vais parler aux anciens, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le vernis sélectif, les choix de papier, etc., le gaufrage et tout ça, tout ce qui est façonnage et tout ça, c'est un truc qui me fascine, quoi. Oh, je me souviens quand je suis sorti de l'école, ces trucs-là, ça me faisait rêver aussi, mais au début, c'est genre, non, on n'a pas les moyens, quoi. Genre, c'est bien beau, mais ça coûte cher, quoi. C'est un petit peu pour ça, c'est par manque de moyens. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à dessiner moi-même mes typos aussi, du coup, parce qu'il fallait les acheter. Je dessinais beaucoup de typos à la main, comme je faisais pas mal de titrage ou de choses comme ça. C'est ça qui m'a aussi amené à dessiner tout par moi-même, quoi. En tout cas, faire tout seul. Ou si c'était pas tout seul, en tout cas que ça soit artisanal, quoi. Ouais. Plus que d'acheter des choses. Alors il y avait des gens très très doués qui faisaient déjà des fonderies assez géniales, parce que ça existe depuis très longtemps. Déjà moi, quand j'étais étudiant, c'était déjà ça. Mais je t'avoue que les seuls bouquins qu'on avait à l'école, c'était Brody et Carson, quoi. On avait 2 bouquins dans la bibliothèque. Là aujourd'hui, quand t'es jeune étudiant, que tu ouvres des bouquins comme, tu vois, tu me parlais du designer que t'as vu passer à un moment donné, où je fais partie de la collection numéro 24, je crois. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est ou 29. C'est peut-être Accro qui est 24 ou je sais plus. Enfin, 29. Je l'avais aussi. On fait partie de cette même génération qui vient du graffiti, et puis qui a baigné dans le graphisme en parallèle, et qui a mélangé les deux avec un petit peu, une petite pincée d'art au milieu de tout ça, quoi. Parce que tout ça est lié, quoi. Ouais. Mais c'est drôle parce que t'as beaucoup travaillé notamment pour la musique et le milieu culturel. Et moi, je sais qu'à l'époque, c'était soit la musique, soit le milieu culturel. Tu sais, genre. Pour bosser pour les théâtres ou pour les salles de concert et tout, c'était vraiment le genre de truc qui me parlait. Puis après, tu te rends compte que le milieu culturel, ils ont pas beaucoup d'argent. C'est vrai que ça paye pas trop. Ouais. Voilà. Et puis bon, quand tu commences, tu as envie de payer tes factures et tu te rends compte que les trucs qui te font rêver, tu vas bouffer des pâtes tous les jours si. Moi, j'aime bien les pâtes en vrai, mais voilà. Mais je pense que c'est plutôt par plaisir, par goût. Enfin, tu vois, j'ai pu avoir la chance de bosser sur beaucoup de projets culturels, ce qui est pas toujours le cas de tous les graphistes. Donc c'est vrai que je me plains pas parce que ça a été quand même assez agréable. Je suis pas certain que ça soit si facile aujourd'hui de travailler dans le culturel parce que justement, il y a de moins en moins d'argent, et puis en tout cas les projets sont moins créatifs. Moi, j'ai eu la chance quand même d'expérimenter. Si on parle par exemple de Mars Attack, d'expérimenter sur à échelle d'un public de 30 000 personnes, des créations. À un moment donné, on me demande de faire des choses qui soient plus pérennes, en tout cas plus écologiques. Et on a fait des flyers en tissu, du coup, que les gens ramenaient, qui mettaient en bandana autour de leur visage, ce qui était le début des réseaux sociaux à l'époque. Donc c'était assez drôle parce qu'ils se prenaient en photo et continuaient la com eux-mêmes sur leur réseau, puisqu'ils étaient en photo en avatar avec le bandana, qui était le visuel de l'édition. Ça, c'était assez drôle. On a fait des flyers, des emballages de pommes.
On a distribué des pommes qui étaient le visuel du coup de l'événement cette année-là, qui était une affiche complètement typographique puisque leur Ah oui, je me souviens. en fait, si tu veux, moi j'ai toujours cherché du sens en fait dans le travail de communication puisqu'on est là pour diffuser un message. Mais le message étant juste la programmation, bah je les ai pris au mot et on a fait les visuels que typo, que avec les noms des artistes quoi. Et bon, pour mémoriser le truc, puisqu'on parlait de viral, on avait fait un visuel autour de la pomme et on avait fait des emballages pommes avec un petit verre qui était le worm et tout ça et on distribuait dans les festivals concurrents des pommes. Donc les gens qui voyaient des gens manger des pommes, ils se demandaient, puis une fois qu'ils avaient la solution, bah, il y avait une mémorisation, ils se rappelaient en fait du festival. Et le meilleur retour que j'ai eu, c'est des comment on appelle des bénévoles qui distribuent justement ces pommes, ces flyers, tout ça. Non mais j'avoue que c'était vachement bien parce que les gens prenaient les flyers du festival à l'époque alors que les autres n'étaient pas pris pour savoir ce qu'était la nouvelle idée de l'année et tout ça. Et c'est ton idée ça? Alors souvent c'était mon idée parce que j'ai eu quand même une grosse carte blanche. Mais c'est vrai que c'était toujours difficile parce qu'il y a eu beaucoup de modifs aussi derrière pour que ça rentre aussi pour que ça soit un peu plus charté dans ce qu'avait besoin le festival. Mais c'est vrai que j'ai été quand même pas mal accompagné jusqu'à même une année où ils avaient pas d'idée. Je leur ai dit moi non plus finalement. Et puis on a fait la fiche blanche. On a fait une affiche blanche, C'était assez drôle, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les artistes avaient donc l'affiche blanche devant eux, les artistes du festival. Donc on a eu Manu Dibango, qui a été shooté chez lui par Mathieu Verdale à l'époque, Gilles Peterson qui a été shooté chez lui aussi, donc il s'occupe maintenant du Worldwide Festival à Sète, etc. Et puis Samuel Guic que j'avais invité aussi en tant que photographe, qui a fait 2 photos. Il avait shooté Manu Dibango. Alors Gilles Peterson, je l'ai dit pour l'instant. Il y avait et Chloé aussi, DJ Chloé, qu'on avait shooté alors là, pour le coup pas chez elle. Parce que là, l'idée, c'était de photographier les artistes dans leur habitat, quoi. Donc, c'était assez drôle. Et puis, dans l'habitat, il y avait la programmation. Quand on alignait les 4 cartes postales ou les 4 affiches, on retrouvait toute la programmation du festival de cette année-là. Et ce qui était très marrant, c'est que moi, je pensais qu'on allait avoir de l'affichage sauvage, puisqu'on était encore en affichage sauvage, et que les gens allaient pouvoir taguer dans les affiches blanches. Et on n'a pas eu d'affichage sauvage, on n'a rien eu du tout. Ah, c'est fou. Non, donc du coup le visuel est sorti sur les réseaux sociaux, mais ça s'est arrêté là. On a eu quelques cartes postales. Et du coup c'est une carte postale avec une affiche blanche au milieu qui était tenue par 4 artistes dont on parlait tout à l'heure. Non, mais je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, moi j'aime bien le fait que il y a vraiment une idée que tu poussais beaucoup plus loin que juste faire un joli visuel entre guillemets. Un visuel peut être esthétique, mais l'intérêt c'était d'avoir l'esthétique et le sens en fait, la forme. Parce que en fait l'esthétique et la tendance en fait est actuelle, etc. L'idée c'est d'être dans l'air du temps, mais quand tu le ressors de 20 ans après, même s'il a vécu, il est toujours d'actualité parce qu'il a une idée forte quoi. En tout cas une idée simple. En parlant d'idées fortes et d'idées simples, je bascule un peu du coup sur ton travail plus art contemporain. Je me suis rendu compte du coup en préparant cette interview, je suis allé sur ton site et j'avais eu conscience de ton exposition 7 trop dommage en ton exposition avec les pipes en hommage à Georges Brassens. Mais en fait, j'ai complètement zappé. Je sais pas ce que t'as fait à la Villa Témoin, le mégo trip qui m'a beaucoup fait rire ou le cool qui dégouline quoi. Et je vois là une sorte le cool qui coule. Ah bah oui, le cool qui coule. Pardon, oui, c'est vrai. Et je vois une sorte de lien, tu me parles genre des emballages ou genre il y a déjà quelque chose de beaucoup plus physique quoi. Ça rejoint, si tu veux, le travail de façonnage dont on parlait tout à l'heure, de graphie, de fabrication de produits dérivés que j'ai pu faire au début de mon travail de graphiste, on va dire, que j'ai pu mettre à profit dans mon travail d'artiste sur des expos. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Ah oui, tu vois, ça rejoint, si tu veux, ça rejoint le travail de la lettre, le travail de la typo, et du coup, obligé de dire quelque chose et de faire, en tout cas, un travail de conception rédaction. Alors, c'est pas toujours moi qui l'ai réalisé. Il y a aussi des choses que j'ai chopées dans la rue, que j'ai photographiées, des potes artistes qui ont aussi un travail de lettres et tout ça. Et notamment, tu parlais de C'est trop dommage. C'est une exposition qui a été faite pour l'anniversaire de la mort de Brassens à Sète, puisqu'il était originaire de Sète. L'idée c'était, j'avais envie de faire puisque j'ai beaucoup fait de choses autour des fumeurs. Du coup, je voulais inviter mon pote Diogène, qu'on appelle Grégory Decoq, puisque c'est son vrai nom en fait d'origine, et je voulais l'inviter à travailler avec moi sur ce projet d'expo, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de jeux de mots, notamment à l'époque quand on faisait du graffiti, c'était assez drôle, il faisait des bonnes blagues dans la rue qu'il écrivait sur les murs.
Du coup, je l'ai invité pour faire cette expo autour de Brassens, parce que je voulais faire, comme j'ai beaucoup bossé autour des fumeurs, une pipe dans une chapelle, ce qui était assez marrant, parce que lui était anticlérical, modéré, il ne détestait pas l'église, mais plutôt les prêtres et tout ça, quoi. Donc on a chopé des brûloirs et on a fait faire des bougies en forme de pipe pour rendre hommage à Brassens. Alors pour la petite histoire, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai cherché à fabriquer toutes mes expos en local. Et donc pour les bougies en forme de pipe, j'ai cherché un fournisseur de fabricant de pipes. Et c'était un voisin qui était vraiment à côté, qui fabriquait des bondieuseries, donc des bougies de forme de Jésus et tout ça. Et donc je l'appelle, je prends rendez-vous, j'arrive à la boutique et puis elle me dit bon bah qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je lui explique le projet. Donc je voudrais faire des bougies en forme de pipe. Elle me dit ah bah pas de souci, je peux vous faire 3-4 pipes le matin en arrivant. Et puis donc c'était une femme qui avait un espèce de chandail avec une croix en bois. Et puis bah, elle me dit bah alors combien ça coûte la pipe? Alors je peux vous faire 5 € la pipe. Je lui dis non mais j'ai besoin de 700 pipes donc ça va être cher. Et puis elle commence à me parler de la couleur de la cire, donc évidemment blanche et tout ça. Et puis on se retrouve à discuter de qui fait les moules. Donc ça c'est mon patron, faut voir avec le patron parce que c'est le patron qui fait des moules. Et j'ai complètement oublié d'enregistrer ce truc-là parce que j'avais pas d'enregistrement. Mais ça aurait pu faire partie de l'expo de C'est trop dommage. C'était une discussion surréaliste. Bah évidemment, c'était hyper drôle. C'est hyper drôle. Puis payer des pipes aux prêtres dans la chapelle du quartier haut à Sète, c'était très très drôle. On a beaucoup rigolé. J'imagine. Puis bon, c'est vrai que Brassens était du coup un peu avec nous du coup sur ce genre de. C'était quoi le slogan? Brassens, on lui doit une fière chandelle ou... Ouais, c'est ça. Ça faisait le tour de l'expo. Ça c'était une idée de Grégory justement de faire écrire aux gens avec une mine de plomb sur les papiers noirs dans l'expo quoi. Donc on avait des brûloirs avec 700 bougies à 7 pour rendre hommage à Brassens, mais on n'a pas eu le droit de les allumer puisque comme c'est une nouvelle directive maintenant, la chapelle était devenue un lieu d'expo. Les circulaires européennes font qu'on n'a pas le droit de mettre de flammes nues dans la chapelle. Donc ça rejoignait encore avec un autre jeu de mots le truc. Donc on s'est dit trop bien. C'est trop dommage parce qu'on a failli pas pouvoir faire l'expo à cause de ça. Puis on s'est dit mais il faut qu'on profite de ça. Donc tout ce qui a failli marcher dans l'expo, c'est trop dommage. Et on a été jusqu'au bout. Puis c'était drôle quoi. Excellent. Mais tu parlais tout à l'heure de la Villa Témoin. La Villa Témoin, c'est un gros projet vraiment truc qui m'a tenu en fait très longtemps avant que le projet se présente parce que à l'époque j'avais envie de faire l'habillage d'une maison puisqu'on les a beaucoup peintes quand on faisait du graffiti dans les terrains vagues. Et là j'avais envie de la remettre tu vois dans une maison décorée on va dire parce qu'elle était pas en très bon état. Il y avait une grande piscine qui a été remise en eau etc. Et l'idée c'était qu'on puisse rentrer dans la villa et qu'on puisse tout acheter du papier peint en passant par le mobilier. Tout était on va dire comme une villa Témoin à vendre. Donc on a fait du motif. J'ai fait un motif papier peint qui a été imprimé en tissu pour faire du mobilier, de la tapisserie pour recouvrir des clubs, des toiles du coup avec les motifs de ce truc-là. Dans la salle à manger, pareil, on a fait des assiettes. J'ai travaillé avec une céramiste en local, pareil, donc un tapissier local, un fabricant de la céramique, le tissu en sérigraphie, tu vois, donc avec du tissu d'ameublement. Et puis dans la chambre, c'était le cendrier, le mégot trip comme tu disais tout à l'heure. Ah, ça fait partie de cette expo là aussi. Ça c'était l'expo, c'est ça. Donc j'avais fabriqué des coussins en forme de clope. Du coup, c'est ma mère qui est venue fabriquer ça parce que quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère fabriquer puisqu'elle était couturière. Coudre à la maison tout le temps quoi. Donc c'est vrai que le tissu et la couture fait partie en fait intégrante de mon travail d'artisan graphiste quoi. J'ai fait beaucoup de trucs à ce niveau-là. Et donc là je l'ai invité pour une première fois à travailler avec moi. Oh, c'est une expo familiale quoi. Ouais, en tout cas local, enfin en tout cas, tu vois, vraiment proximité, tu vois, on parle aujourd'hui d'éco participation. Là pour le coup, l'idée c'était de travailler vraiment en local avec des produits du coin. Donc j'ai chopé ma mère pour ça et ce qui est marrant c'est que elle m'a éduqué avec des principes assez son idée c'était de le travail avant le plaisir. Alors là du coup c'était drôle parce que je l'invitais à travailler pour mon plaisir et j'ai fait de mon travail un plaisir puisque c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la notion de plaisir fait partie intégrante du boulot qu'on fait. Je pense que je serais pas aussi pertinent si je prenais pas de plaisir à ce que je fais quoi. Ça se voit direct quand enfin j'imagine pour toi c'est pareil, quand tu prends du plaisir à dessiner à créer un projet, ça se sent et j'essaye en tout cas, c'est un leitmotiv de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ça n'a pas toujours été évident mais tu vois, ça peut paraître peut-être un peu prétentieux comme ça, d'essayer d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, mais c'est pas toujours évident,
Ouais, en tout cas, d'y avoir du goût, d'y mettre du goût. Ouais. Oh, ça dégouline de partout dans ton travail, ça, genre. Ouais, j'essaye de garder ce truc-là, ouais. S'il y a une règle, en tout cas, c'est de faire les choses à la main et avec du plaisir, quoi, en tout cas. Est-ce que le fait d'avoir pris cette direction un peu plus art contemporain, enfin, en gros guillemets, hein, mais, enfin, non, je sais pas si on peut dire avec des guillemets, mais c'est notamment le fait de revenir justement à ce côté manuel, quoi. J'ai l'impression que c'est une sorte de fil conducteur. De revenir, non, mais en tout cas, ça a toujours été présent, ouais. Il y a un truc, je parlais d'artisanat, ouais. Il y a un truc fait main, quoi. En tout cas, fait main. Ça, c'est super important. L'art contemporain, en fait, j'y mets des guillemets parce que moi, je vais pas appeler ça ni de l'art urbain ni de l'art contemporain. D'accord. C'est juste que venant de l'art urbain, l'art contemporain a pas toujours été très client, en fait, des productions qui venaient de l'urbain. Ouais. Du graffiti particulièrement, qui n'a jamais été reconnu par l'art contemporain. Et puis, est-ce que c'est vraiment la même chose? En fait, moi, je le fais déjà, et puis aux autres d'en parler. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait des choses qui se rapprochent plus de l'art contemporain que de l'art urbain, parce que là, pour le coup, la Villa Témoin ou les bougies en forme de pipe et tout ça, c'est quand même des choses qui sont plus liées d'art contemporain que d'art urbain en tant que tel, quoi. L'art urbain, en tout cas le graffiti, j'y suis revenu avec une petite série il y a ces dernières années pour faire un petit passage en galerie. Ouais. Mais c'est pas du tout mon créneau, pas la toile, parce que ça soit la toile ou autre chose, c'est un autre support, mais plutôt la galerie en tant que telle, les collectionneurs et tout ça, la défiscalisation qui est quand même très très présente aujourd'hui en galerie. Je comprends pas toujours tout. Ça parle beaucoup d'argent, mais pas vraiment de création. Mais donc, t'as essayé de passer en galerie et tu l'as fait. J'y suis passé. Je suis coté. Du coup, j'ai une cote qui est assez forte, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Très bien. Mais c'est pas mon cœur c'est pas là que je sais pas, la toile en fait est un médium assez restreint, enfin c'est un cadre déjà. Ouais. Voilà, donc j'en ai fait pas mal et c'est bien. Là je suis sur d'autres amours, je suis sur c'est pas ça, je déteste le graffiti. Par exemple là. Par exemple. Ouais. Donc cette série de graffiti Ouais, je déteste le graffiti, c'est le nom d'une de tes collections. C'est une série, en fait si tu veux c'est parti des titres d'étoiles où c'est pas mal de blagues. Homard mayonnaise, enfin il y a plein de blagues comme ça autour de choses que j'ai pu glaner, comme je disais tout à l'heure, dans la rue, ou des choses que j'ai inventées, ou des choses des trucs que j'ai pu vous entendre. Ça parle de choses d'Orelsan, par exemple, un texte d'Orelsan qui dit pas besoin de me couper l'oreille pour faire monter ma cote, ou enfin tu vois, c'est parti de blagues pour pouvoir faire des titres de toile et du coup qui étaient aussi sur le devant de la toile. Donc tout ça était un peu une suite logique. Ouais. Voilà. Mais au final, la toile, c'est pas ton cheval de bataille, quoi. En fait, peu importe le support, c'est pas c'est la toile ou autre chose. Voilà, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse dans l'expo, c'est le public. Ce qui m'intéresse dans le tatouage, c'est le tatoué. En vrai, la création est juste un médium pour moi, quel qu'il soit. On parlait des coussins clopes tout à l'heure, ce qui me faisait mourir de rire, c'est que les gens se jetaient dans le cendrier, ce qu'on appelle un cendrier hérisson, une fois qu'il est plein de mégots, se jeter dans les mégots, enfin voilà, pour mes amis artistes, les voir se délecter là-dedans, c'était drôle, mais c'est ça qui était drôle, plus que réellement, voilà, le faire c'est un truc, mais c'est plus ça. Donc si la toile est intéressante, oui, elle me plaît, comme le tatouage ou la céramique, puisqu'on en parlait tout à l'heure, parce que j'ai fait un peu de céramique aussi, j'ai fait des pièces qui n'ont pas été diffusées encore, que j'ai jamais montré et que je cherche du coup à les diffuser à un endroit qui pourrait être intéressant. Pour l'instant, je trouve pas. Donc c'est vrai que la galerie. Si un auditeur t'intéressait. Oui, évidemment. Si tu veux, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver les gens qui me font confiance, plus que réellement parce qu'en fait, c'est ça. Ça fait 20 ans que je travaille, on va dire, tout seul, ou en tout cas avec des réseaux qui sont les miens. Mais je cherche toujours à trouver des gens qui me font confiance pour aller plus loin, quoi. Est-ce que du coup le tatouage, c'est pas l'aboutissement parfait, parce qu'en termes de confiance, les gens ils te filent carrément leur peau? En tout cas, le tatouage me ramène vis-à-vis des gens. Là, pour le coup, là, on peut pas être plus proche. C'est-à-dire que pendant au moins une petite heure, on est souvent corps à corps, puisque je suis obligé d'utiliser leur peau pour pouvoir les tatouer. Et c'est vrai que on parle pendant, enfin c'est une petite période intime assez sympa, quoi. Alors des fois c'est des parties plus ou moins intimes de la personne, tu vois, quand tu tatoues les seins d'une fille, c'est un peu différent de tatouer la jambe d'un poilu. C'est clair. Mais en tout cas, il y a autant d'intimité, parce que très rapidement tu es obligé de rentrer dans la psychologie de la personne, de comprendre ce qu'elle veut, et puis d'essayer de
de l'amener dans ton univers aussi, parce que là pour le coup elle choisit une pièce d'un artiste quand elle a envie de travailler avec toi, c'est un honneur quoi. Enfin tu vois, il y a une humilité quand même assez forte qui vient à ce moment-là qui est liée parce qu'elle va le porter toute sa vie quoi. Voilà. T'es bien placé pour bien sûr, le savoir. Ouais, depuis aujourd'hui. Mais parce que Jérémy s'est fait tatouer pour sa première pièce voilà, ce matin. Exactement. Voilà. Je montrerai la pièce quand l'épisode sortira. Et du coup, est-ce que tu dirais que comment dire, ce rapport à l'intime, c'est un peu ce que tu recherchais je sais pas comment dire, mais je vois ce que tu veux dire. La recherche est une recherche de sens, en fait. Ah oui. Je pense que c'est ça. Les pièces que je fais, je suis assez content d'être rentré dans le tatouage finalement assez tard, parce que je vois mes contemporains qui ont 20 ans, voilà, ils ont peut-être pas le même vécu, moins de réflexion peut-être sur leur production. Moi, c'est vrai que j'ai mis très longtemps d'éphémère avant de me décider à faire des choses définitives. On parlait de toile tout à l'heure ou de tatouage aujourd'hui, qui resteront après ma mort là pour le coup, même si tout mon art urbain aujourd'hui est disparu, soit effacé, soit en tout cas il n'existe qu'en photo. Ce qui est assez drôle, c'est que là du coup il va rester après moi normalement, parce que je tatoue aussi des gens plus jeunes que moi parfois. Et du coup il y a cette recherche de sens et dans les dessins et aussi vis-à-vis des personnes qui rencontrent un dessin qui va leur parler parce qu'il y a eu un vécu, il y a eu un truc, une histoire d'amour qui leur parle par rapport à un dessin qui a été fait parce qu'ils sont souvent assez sensés quoi. En tout cas il y a une idée en tout cas pour chaque flash quoi, parce que là on parle de flash. Oui, bien sûr. Oui. Pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un petit dessin qui est déjà petit ou pas d'ailleurs, il peut être gros, mais qui est déjà dessiné et qui rencontre qui va être son porteur jusqu'à la fin des temps quoi. C'est ça. C'est la fin de sa vie. Ouais. Mais c'est ça, ouais. Puis des histoires de vie quoi, vraiment, c'est ça. Ouais. Ça c'est assez génial, qui me donne du coup plein d'inspiration pour les prochains. Trop bien. Ouais, c'est une rencontre entre deux personnes et un dessin, une peau et voilà. Et il y a des relations qui naissent, enfin, je veux dire des potes, des amis. Oui, carrément, c'est clair. Déjà mes premiers cobayes, on va dire, ça a été quand même des gens assez proches. Oui. Ma compagne Agathe pour commencer, parce que c'est elle qui m'a ouvert la porte du truc. C'est elle qui voulait un premier dessin. Quand on s'est rencontrés, elle voulait un des premiers dessins qu'elle voulait se faire tatouer. Et puis je lui dis non, ça m'embête de te donner un dessin. Je vais plutôt te le tatouer moi. Je vais apprendre quoi en tout cas. Donc on a commencé à tatouer à 4 mains tous les deux, enfin à 2 mains parce qu'on avait qu'une main chacun. Ouais. Enfin non, à 4 mains parce que tu utilises vraiment tes 2 mains. Donc on était vraiment à 4 mains pour faire une pièce au départ. Et puis après des potes. Julien pour parler de lui aussi, enfin plein de gens qui finalement de potes, et puis finalement après tu commences à tatouer des gens qui sont plus des amis mais qui peuvent les devenir parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, un rapport intime quoi. Ça peut être court mais en même temps c'est tellement intense finalement que la personne tu la recroises des années après, 15 ans ou 20 ans après, le tatouage est toujours là, donc c'est vrai que t'es lié à vie avec l'autre quoi. Et dans les deux, enfin tu vois, vice versa, et ça c'est quand même assez ouf quoi. Et puis là c'est vrai qu'aujourd'hui en enchaînant les guests dans les villes, voilà, j'étais à Annecy, j'étais à Lyon, je retourne à Lyon chez Hello Darkness, à Annecy Estampille Tattoo, là on parle de Bordeaux chez Church Workshop, tu vois, des lieux Nantes c'est pareil, tu vois, donc je vais aller chez Chantal Frontal qui a monté donc un studio qui s'appelle Ultra Normal. Plein de gens, des connexions un peu à travers la France et tout ça. Ça me rappelle un peu le graffiti quand on se déplaçait pour peindre dans des villes. C'est un peu pareil, à part que là, il n'y a pas d'effacement, quoi. Ouais. Et puis il y a des gens aussi, des rencontres de gens. Ouais, ça c'est assez dingue. Et t'aimes bien ce nouveau lifestyle? Ouais, parce que le graffiti, en fait, m'avait fait voyager. Le graphisme, pas du tout. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est numérique en fait. Du coup, une fois que t'as envoyé tes mails et tes machins, moi j'ai bossé depuis Marseille avec Paris, mais j'ai très peu mis les pieds à Paris. Mon agent, les Illus, a fait le job pour moi. Ouais. Quelques expos qui m'ont permis de me déplacer, mais pas autant que ça. Là, pour le coup, je suis vraiment sur les routes, quoi. Et puis des rencontres de fous, quoi. J'ai des clientes qui m'amènent des gâteaux, des clients qui m'amènent des petites machins pour que je les mette bien dans le tatouage, quoi. J'imagine. Trop drôle. Ouais, il y a ça, c'est assez drôle aussi, tu vois, un petit cadeau pour sceller le dos, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. T'es un peu en tournée, quoi.
Ouais, bah c'est un peu ça. Bah là, je fais une vraie tournée française. C'était une volonté, en tout cas, de 2019-2020, de faire un tour des studios, parce que finalement, tu vois, c'est un milieu que je connais pas vraiment en vrai, puis que j'ai pas envie de connaître. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de rencontrer les gens et les tatoueurs, quoi. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, genre le milieu t'intéresse pas autant que les gens. Bah, si tu veux, le milieu du tatouage, il est là depuis la nuit des temps. Enfin, tu vois, depuis que les gens se tatouent, ça fait des milliers d'années, quoi. Ouais. C'est ça. C'est un truc qui est tribal au départ, tu vois. Il y a un truc de ça. Ce que je trouve plus intéressant, c'est rencontrer les gens qui sont là-dedans. Pour le coup, plutôt la nouvelle école, quoi, finalement. Parce qu'elle correspond plus à mon travail d'aujourd'hui. Avec l'âge que j'ai, je devrais être plutôt dans la old school, mais non, finalement, je suis plutôt reconnu par une nouvelle création, quoi. Le tatouage s'est ouvert vers l'art, en tout cas, depuis un petit moment, et les artistes, en tout cas, ça leur a permis de trouver un nouveau support. Et les gens sont très contents de collectionner, deviennent un peu des galeries sur pattes. Et moi, ça me convient bien, parce que du coup, ils sont très respectueux du travail des artistes. Moi, j'ai vu des artistes de ouf dans le tatouage faire des trucs. Je sais pas si l'illustration a permis autant de choses. Tu vois, le papier, c'est quand même fragile, quoi. Ouais. Je sais pas que les gens sont pas fragiles, mais ça dure plus dans le temps. Oui, peut-être. c'est clair. Ouais. Bah oui, c'est tes dessins, c'est ton style de dessin que t'as transposé tout simplement en tatouage. J'ai pas beaucoup changé mon travail mes traits. En fait, ils sont toujours un peu hésitants, un peu toujours des points et des traits très humains finalement. Tu vois, je cherche pas la perfection. Et puis, bah, c'est ce que les gens viennent chercher en tout cas dans mon travail. Complètement. Voilà. Après, il y a des gens qui font des trucs tellement différents. J'ai vu tellement de choses là dans le tatouage là ces dernières années là. C'est fou. Donc du coup la nouvelle école elle est super intéressante. Oui, puis un renouvellement vraiment en fait de l'offre dans le tatouage qui du coup a explosé quoi ces dernières années, c'est dingue. Comment tu différencierais l'ancienne école et la nouvelle école du coup? Je sais pas trop en fait. J'ai plus l'impression en fait que la old school est plutôt venue du tatouage des années 60 américains. Il y a l'école traditionnelle japonaise avec les estampes, les carpes et les nuages et tout ça qui sont quand même très très stylisés. Mais c'est des choses qui sont reproduites de génération en génération que les tatoueurs se donnent. Là, on a aussi une nouvelle école qui est arrivée avec des artistes qui connaissent rien à ça et qui sont un peu novices dans les codes. Ouais. Et du coup qui rencontrent un public qui est pas forcément intéressé par les têtes de mort et les toiles d'araignée. Qu'on a vu dans le tatouage américain, les aigles et tout ça. Enfin, tu vois, des choses qui ont leur place, mais qui sont pas remplacées. C'est la même discussion qu'il y a eu avec la télé et le cinéma, je pense. Tu vois, quand le cinéma la télé est arrivée, c'était le diable. Il fallait surtout pas parce que ça allait remplacer le cinéma. Non, c'est devenu un complémentaire. Ouais. Je pense que les deux existent l'un sans l'autre, l'un et l'autre. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout très important, c'est que ça lui a permis de retrouver un souffle nouveau. Des gens qui sont intéressés à des pièces old school, du coup, venant des jeunes, du coup, sont intéressés avec des pièces plus anciennes, etc. C'est génial, quoi. Ouais, c'est drôle. Puis t'as appris sur le tas, et puis si ça plaît pas à des gens, ouais, je suis autodidacte en fait. Ouais, j'ai pas eu d'apprentissage. J'ai appris par moi-même. Ouais, c'est ça quoi. Mais après, peu importe, c'est la même chose que dans le graffiti. Les gens qui critiquent, il y en a toujours eu plein. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, quoi. Je pense, c'est ça. Ouais. Mieux faire envie de pitié, quoi. Donc la critique veut dire que on est sur le bon chemin, quoi. Ouais. Ouais. Ça permet d'évoluer, tout ça. Enfin, ouais, c'est bien. Et un truc particulier, c'est que t'es tatoueur, mais t'as pas de tatouage. Je fais partie des rares tatoueurs pas tatoués. Il paraît très peu, quoi. Écoute, pour l'instant, j'ai pas encore passé le pas. Ça me permet déjà de me différencier de mes congénères, parce que c'est vrai qu'il y a tous mes potes tatoueurs sont quand même tatoués de la tête aux pieds, plutôt de la tête d'ailleurs. Et ça, c'est assez étonnant parce que voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas encore je dis pas que je ne me tatouerai jamais, mais pour l'instant, j'essaye de rester là-dedans. Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Voilà. Ouais. C'est pas forcément un choix, c'est juste que t'as pas encore... Écoute, peut-être que demain, je commencerai à me tatouer et je me recouvrirai, mais non, pour l'instant, c'est pas... Je sais pas, je me suis pas posé cette question-là, en fait. Ça, c'est plutôt le tatouage qui m'a choisi que moi qui ai choisi le tatouage. Ouais, en fait, ça m'est un peu tombé dessus, quoi. Ouais, mais c'est une vraie révélation, un peu comme le graffiti il y a 30 ans, enfin plus que ça d'ailleurs. Ouais, une trentaine d'années maintenant. Ouais. C'était une évidence, quoi, pour toi. Au début, la première fois non, parce que c'est vrai que la première séance de tatouage a été quand même, je pensais pas en refaire de ma vie, quoi. C'était une espèce de machine fabriquée par un pote. C'était une expérience assez spéciale.
C'était sur quelqu'un? Ou C'était sur ma nana, du coup, ouais. Ah oui, ça doit être un peu intimidant quand même de... Non, c'est surtout qu'à ce moment-là, j'avais fait que de l'éphémère, donc c'est vrai que faire des choses définitives, tu vois, c'est une autre démarche, c'est une autre appréhension, quoi. Et puis, la cicatrisation, tu vois, ça prend du temps. Avant de plonger là-dedans, j'avais envie de savoir de quoi je parlais, quoi. Donc là, je dis pas que... en fait, j'en apprends tout le temps, donc ça, c'est assez génial, ouais. Ouais. Bon voilà, donc du coup après petite interruption là parce qu'on fait l'interview à l'encrerie, c'est là que t'as tatoué pendant quelques jours là. Donc voilà, il y avait des collègues à toi qui passaient. C'est ça. Toute l'équipe était complète là. Ouais. Moi je sais plus trop où on en était, mais je me souviens que j'avais envie de changer même légèrement de sujet. Il y avait un truc qui m'avait frappé quand on avait discuté au téléphone, parce que pour la petite histoire, quand je t'ai demandé si t'étais partant, tu m'as appelé et puis après on s'est mis à vapoter pendant. C'est vrai qu'on avait fait le podcast déjà avant le truc, quoi. Non mais en fait pendant qu'on discutait, j'étais genre j'aimerais trop que cette discussion soit enregistrée parce qu'il y avait tellement de choses. En fait, t'étais tout de suite. On parlait vrai, quoi, et je trouvais ça hyper cool. On avait dû déjà raconter des blagues, j'imagine. Ouais. Non, mais t'avais parlé notamment, on avait parlé de la confiance en soi, et toi, parce qu'on parlait du fait qu'il y a une sorte de paradoxe chez beaucoup d'artistes. Au final, on crée des œuvres, on se met en scène, on vend des choses. Et puis il y en a beaucoup qui parlent, qui disent, pas tout le monde, mais qui disent qu'ils ont un vrai manque de confiance en soi. Et toi, tu avais rajouté une nuance. Tu avais dit oui, moi je fais la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'avais trouvé ça. Écoute, après je suis pas un spécialiste en psychologie et tout ça, mais c'est vrai que déjà pour faire ce qu'on fait, à un moment donné, il faut un minimum de confiance. Après, c'est pas pour ça qu'on est fier de nous, quoi. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un peu de notoriété, d'être un peu reconnu en fait pour un travail, en tout cas un univers et tout ça, et ça, tu peux pas le maîtriser. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pris le citron et d'être, tu vois, justement. Encore, ça m'amène encore plus vers de l'humilité et tout ça. C'est très étonnant. Je pensais que ce truc-là allait me donner un peu des ailes, et finalement, plus j'avance, plus je vois que je sais rien et que ouais, je pense que il y a un truc de ce goût-là. Mais après, la confiance, en tout cas, je t'avoue qu'il faut un petit peu de confiance en soi pour aller piquer quelqu'un et se dire que voilà, c'est puis l'autre aussi, quoi. Il y a une histoire de confiance entre les deux personnes qui est quand même assez forte. Après, pour le reste, écoute, en tout cas, on sauve pas des vies en tant que graphiste, et il y en a qui devraient un petit peu redescendre, ça serait bien, quoi. Sœur Teresa de la typographie, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut relativiser. On n'est pas, enfin, tu vois, ça va. Mais moi je suis payé pour faire des blagues quand même, hein. C'est un beau luxe quand même, hein. Ouais, j'avoue. Ça c'est. Non, j'avoue. Mais ouais, je sais plus, tu parlais, tu vois, que on a beau peut-être parfois juste le paradoxe de la confiance, mais si on n'a pas d'estime de soi, on fait pas ce type de métier. Je sais plus exactement ce que tu avais dit, mais j'avais trouvé ça peut-être on très avait pertinent, on avait certainement parlé aussi d'un pseudonyme ou de quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai commencé aussi parce que le graffiti a une certaine dose d'illégalité et que j'ai toujours eu des pseudos à un moment donné pour cette raison-là. Mais c'est vrai que je trouvais ça juste d'avoir la même chose dans le graphisme, puisque c'est issu de ça. Et c'est vrai que Tabas a été un bon pseudo parce que déjà les gens le mémorisent bien, mais ça m'a permis de créer un autre personnage, quoi, de me cacher, on va dire, derrière quelque chose et de lui filer justement toute la confiance à lui, quoi. Au pseudo. Ouais. Après, ce qui est étonnant, c'est où commence Tabas, où est Cédric Malo. Est-ce que je fais quand même la différence entre les deux? Il y a quand même un petit truc de comme beaucoup d'artistes, de se cacher derrière un pseudonyme pour peut-être faire un meilleur boulot et préserver une vie privée ou quelque chose. Alors c'est vrai qu'on a quand même la chance en tant que graphiste ou en tant qu'homme de l'image d'être quand même dans l'ombre, contrairement à des artistes de scène ou des acteurs qui utilisent vraiment leur image propre. Moi, c'est vrai que ça m'a permis aussi, tu vois, de me planquer derrière des choses, quoi. Tu vois, je cache assez souvent mon visage pour ces raisons-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit mon taf. Après, ma gueule, je m'en fous, quoi. Sinon, j'aurais fait peut-être mannequin ou j'en sais rien, mais tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il y a un côté de ce goût-là, enfin, je sais pas, d'idée d'être derrière quelque chose qu'on met en avant, quoi, comme un étendard, tu vois, qu'on brandit un peu fièrement, mais après, c'est pas ce qui nous définit. Enfin, moi, c'est pas ce qui me définit, en tout cas. Je pense être plus que ça, quoi. Ouais, il y a
Mais ça répond pas à ta question de Si, confiance. si. Non. Enfin, Je sais pas. j'aime voir où ça va, quoi. Où est-ce que le mec va aller, jusqu'où il va se Non, perdre, quoi. mais c'est parce que j'aime bien quand mes invités se perdent un petit peu, mais c'est parce que c'est un sujet qui est constamment récurrent dans mes conversations avec les gens, et que même les gens qu'on soupçonnerait d'être plein de confiance en eux, en fait, quand tu grattes, ou même quand tu grattes pas, juste quand tu causes avec eux, ils te disent tous un petit peu la même chose. Non, mais en fait, tu sais, alors évidemment pas tout le monde, hein, mais Moi, j'ai souvent rencontré des gens, un peu comme toi, où tu me disais, moi, j'ai vu ton bouquin, machin, et puis c'est vrai que d'un coup, tu vois la personne en vrai. Moi, j'ai souvent rencontré aussi des gens, tu vois, qui m'ont beaucoup impressionné. Des fois, un peu déçu de la personne, alors que le travail était assez génial, ou l'inverse, des gens dont j'aimais pas trop le travail et où j'ai trouvé la personnalité de la personne assez folle. Mais c'est vrai que arriver à trouver les deux dans une seule personne, déjà, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que des fois, j'ai rencontré des gens qui étaient hyper intimidés, tu vois, alors que bon, ça va, on fait que des petits dessins, quoi. Enfin, c'est clair. Tu vois, Tout est relatif. même si c'est vrai que des fois, il y a eu des choses un peu plus diffusées que d'autres. Moi, j'ai la chance de faire des choses pop qui parlent aux gens, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal diffusé. C'est assez facilement, c'est plutôt digeste, tu vois. Faut pas être très tu vois, on parlait d'art contemporain. Des fois, je me retrouve dans des expos d'art contemporain. Je t'avoue, je comprends pas toujours le sens du travail qui est réalisé. Peut-être pas non plus les clés. Pour ce truc-là, moi, c'est assez facile en fait d'avoir les clés du travail. Ça, c'est accessible, quoi. Ouais. Tu vois, ça parle aux gens. En fait, pour moi, en fait, mon objectif, c'est de m'adresser au plus grand nombre. On peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, en tout cas, essayer de leur parler, c'est à mon avis des choses les plus difficiles. Je crois que c'est un des discours de Stark. Tout le monde l'aime pas forcément, mais en tout cas, je pense que ça, c'est assez fidèle à ce qui est son travail. C'est plus difficile de faire quelque chose pour le grand public que de faire une chose pointue pour 3 personnes. Parce que c'est vrai que difficile de séduire la masse, quoi. Ouais. Moi, je suis très fan des gens qui font des tubes de l'été, quoi. C'est très difficile, quoi. C'est Enfin, tu vois, arriver à faire un morceau qui fait le tour de la planète et plaire, voilà, sans se dénaturer en tout cas, parce que il y a ça aussi, quoi, sans tomber dans quelque chose de facile. Vulgariser quelque chose n'est pas le rendre vulgaire, quoi, en tout cas. Ouais. Et c'est difficile de trouver le juste équilibre entre les deux. Tu l'as trouvé, toi? Je le cherche encore, hein. Parfois, je pense qu'on le frôle, parfois, je pense qu'on en est loin, mais c'est pas nous qui décidons, ça, c'est ça le truc. Ouais. Je pense que c'est les gens qui vont être justement le spectateur, et c'est là où tu t'en remets à l'autre. Voilà. C'est là où c'est intéressant le niveau de qualité de travail. Enfin voilà, tu peux mettre toute l'énergie du monde à être, tu vois, dans le truc. C'est pas toi qui va dire que voilà. Si demain un artiste vend des disques, c'est parce que ces disques ils sont écoutés ou achetés. Il a beau faire le meilleur film, le meilleur disque du monde. Alors après, bon, il y a un tas de trucs qui sont mis en cours de route, tu vois, du marketing, etc., qui font que les passages radio et tout ça. Mais en vrai, au départ, il y a quand même ce truc-là d'essayer de faire le mieux possible et puis de laisser l'autre choisir. Moi, je suis très fan des chefs japonais qui vont justement essayer de te séduire. C'est pas toi qui choisis ce que tu manges, c'est lui qui va essayer de voilà, si t'aimes pas les épinards et qui t'en fait que t'aimes ça, bah il a gagné, quoi. C'est clair. Ouais, il y a un truc, bon, généralement les Japonais font pas trop d'épinards. Non, c'est plutôt Popeye. Oui, si je me trompe pas, la gastronomie, c'est une autre de tes passions, quoi. J'ai beaucoup bossé autour de la gastronomie, je trouve qu'il y a vachement de passerelles entre la gastronomie, les goûts et les couleurs, en fait, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup de potes qui ont arrêté justement la communication pour se mettre, je pense à Manu de l'épicerie à Toulon par exemple, ou Patrice que je tatoue d'ailleurs, qui est chef, qui m'a demandé de lui faire un bouquet garni. Ouais, je l'ai vu, ouais. Très cool. C'est marrant parce que tout ça est très lié, quoi. Tu vois, on parle des goûts en fait, les sens, quoi. Le goût de la langue ou l'œil, tout ça. Enfin, on parle de bon goût et tout ce genre de trucs, voilà. Puis tout ça c'est très subjectif, mais en tout cas il y a un goût de recherche de plaisir. Je pense que c'est le point commun entre tout ça, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça, c'est indispensable. Du coup, est-ce que tu pourrais dire que, en presque 20 ans de carrière, tu éprouves du plaisir, Je pense que, en tout cas, il m'est arrivé des périodes où j'ai perdu le goût ou le plaisir. Ça, c'est récurrent d'ailleurs, parce que à force de presser l'éponge, elle se vide, quoi. Il faut prendre du temps parfois pour la réimbiber.
Et c'est vrai que si j'avais vraiment plus de plaisir à ce que je fais, je pense que j'arrêterais, je pense que je serais plus honnête de manière générale. J'essaye en tout cas de garder une espèce d'honnêteté vis-à-vis du truc. C'est pour ça que je change assez souvent de support. Pour rester, on va dire, un peu avec un œil neuf quoi sur les choses, et un peu justement maladroit, parce que la maladresse fait partie du truc. Quand on apprend à marcher, quand on est enfant, c'est une chute contrôlée. Bah toi, tu dois être en plein dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'on commence par se casser la gueule, et c'est là où on est le meilleur, hein, parce que on apprend en tombant quoi. Quand on devient un petit peu, comment dire, doué, ou en tout cas qu'on commence à avoir les ficelles du truc, bon bah on commence à se répéter quoi. Et ce qui est difficile, c'est de se copier soi-même, etc. Se réinventer, c'est difficile quoi. C'est facile de faire un one shot, en tout cas de faire un coup, plus difficile de durer et d'être dans la longueur quoi. J'espère que je serai là encore longtemps avec justement ce plaisir pour pouvoir se réinventer, parce que sans plaisir, je pense voilà, on arrête quoi. Je pense qu'on fait autre chose. Voilà, faut arrêter quand à un moment donné on n'a plus envie. Et c'est vrai que c'est assez récurrent. C'est des choses qui reviennent très régulièrement. Donc j'essaye de me déporter, de prendre un peu de hauteur et de repartir sur d'autres choses. T'as des gens qui râlent quand tu changes constamment. Je pense, tu sais, au groupe de musique, tu sais que parfois on boude parce qu'ils changent de direction. Bah. En fait, j'en sais rien, j'ai pas ce retour-là, parce que la grosse différence avec un artiste de musique, c'est que justement, nous, on n'a pas de retour. Hein. Bah, j'imagine, toi, en tant qu'illustrateur, c'est pareil. Moi, j'ai pas de vision, en fait, de ce que pensent les gens. C'est rare un peu sur les réseaux sociaux, quand même, quoi. Ouais, ça se compte en like. Je sais pas. Non, bon, enfin, des gens qui t'écrivent ou des commentaires. Non, c'est pas flagrant en fait. Non, mais par contre, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des périodes, des gens qui me disent ah ouais, mais t'avais fait ça, ah mais t'as fait ça depuis. Alors du coup, t'en as d'autres qui prennent le train au cours de route, t'en as qui sont descendus parce qu'ils aimaient le graphisme, et puis d'un coup ils sont moins fans de toile, ou enfin j'en sais rien, ou d'un coup il est nul, d'un coup ça y est. Bah moi c'est drôle parce que c'est le tatouage qui t'a remis en fait sur mon radar, tu vois, genre comme je t'ai dit, moi je t'ai suivi avec voilà, au début là, l'illustration, le graphisme, la musique, etc. Puis l'hommage, c'est dommage, et puis un blanc. Et puis après, comme dit, c'est ma femme qui m'a montré un de tes tatouages, et j'étais genre, oh punaise, j'ignorais complètement qu'il faisait ça maintenant, c'est trop cool. Bah c'est vrai que déjà ça a pris beaucoup de temps, parce que finalement, tu vois, j'ai mis très longtemps, plusieurs années en fait, avant de officiellement faire du tatouage quoi, même si j'en faisais déjà depuis pas mal de temps. Après il y a un truc, comment expliquer ça, j'ai l'impression que j'avais en tout cas une relation à la commande un peu j'étais un peu saturé de ça pendant longtemps. J'en ai fait beaucoup, enfin tu vois, pendant un moment j'ai fait 10, 15, 20 projets en même temps. Tu deviens un peu schizophrène de passer, tu sais plus vraiment ce qui tu es à force de répondre aux désirs des autres. J'avais envie de retrouver un peu quel était mon désir, ce que j'avais envie moi de faire quoi. Et c'est vrai que du coup je me suis un peu j'ai essayé de me perdre, hein, ce qui est pas évident quand t'as justement des habitudes, des règles, quelles qu'elles soient. On a tous des choses rassurantes. Et j'ai essayé de sortir un peu d'une zone de confort, d'aller vers des premiers amours, retourner vers le graffiti. Donc je suis reparti un peu dans la rue aussi. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont moins visibles. Des choses un peu cachées, des choses que les gens ont pas forcément toujours vues. Puis parce que j'ai souvent beaucoup donné, souvent c'était en flux continu, tu vois, ce que je produisais sortait direct, j'avais même pas de recul là-dessus. Du coup, t'es direct inspiré, copié, repris, ça repart, t'es déjà copié, que tu l'as même pas digéré toi-même. Et c'est vrai que j'avais un petit peu besoin en fait de faire une pause dans cette boulimie d'images, parce que c'est vrai que ça fait là depuis les réseaux sociaux, on est dans une boulimie d'images de dingue. Ah ouais, c'est ouf. C'est une dinguerie. Instagram, je bouffe de l'image à longueur de temps pour savoir ce qui se passe, quoi. Tu vois, pour être un peu dans l'air du temps. Et puis, c'est aussi bien de couper aussi parfois pour savoir ce qu'on a envie nous. Et puis de savoir comment on se positionne là-dessus entre tout ça. Toi qui as vu le changement avec les réseaux sociaux, ça a affecté ton travail d'une certaine manière? Ah bah oui, évidemment. Ah ouais. Non mais tu peux pas passer à côté, quoi. Aujourd'hui, je vois tellement de choses géniales. Ouais, je vois des trucs terribles. Ce qui est même terrible d'ailleurs, c'est que dès que tu fais quelque chose, ça a déjà été fait d'une manière ou d'une autre, quoi. Personne n'invente rien, moi le premier, hein, moi j'ai jamais rien inventé, quoi. Je pense que les meilleurs sont ceux qui arrivent à s'approprier ces choses-là, quoi. Moi on m'a dit putain c'est génial, les affiches blanches. Je fais mais non, tout le monde fait ça. Tous les graphistes tiennent leurs affiches comme ça. Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, il y a eu une Donc, polémique à un moment donné, comme quoi ce truc-là était un projet qui avait déjà été fait. J'ai dit mais tu sais quoi, à un moment donné, tout le monde fait ça. oui. On a tous fait ça. Mais c'était d'ailleurs pas original. Mais ce qui était génial, c'est de me l'être approprié et de passer au-dessus du truc en disant bon voilà, à partir de maintenant, tous les gens qui le feront référence à la communication qui avait été faite à ce moment-là. Et c'est ça qui était assez marrant, quoi. Cette citation là qui dit de ne pas copier mais de voler. Ouais, il y a Banksy, je crois, c'est un truc de Banksy, Ouais, de Picasso. Enfin, il y a un truc. Picasso, ouais. Mais en gros, qu'il faut se l'approprier et pas copier, quoi. Ouais, mais la copie fait partie du truc. Tant qu'on amène une pierre à l'édifice, quand on essaye d'avancer, d'y mettre, en tout cas, cette. Voilà. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai fait des études scientifiques. On m'a appris ce que était E égale MC2, quoi. Par exemple, tu vois, Einstein, on m'a pas demandé de réinventer la théorie, quoi. C'est clair. Il y a des choses qui ont été faites avant nous, et puis on fait partie d'un truc. Moi, j'ai essayé, en tout cas, d'y mettre des briques. J'ai essayé d'y foutre des briques dans ce machin, quoi. Après, est-ce que j'y suis arrivé ou pas bon, pas ça, on verra. Ouais. On verra plus tard. Mais en tout cas, essayer d'y laisser des briques dans le machin. Quand à un moment donné, t'arrêtes, on regarde le truc et puis on dit ah bah oui, il y a des briques qui sont restées ou pas. Et puis voilà. Mais en tout cas, essayer de laisser une trace. Alors, du coup, parlant de trace, avec du recul, si tu pouvais changer une chose dans les 20 dernières années au niveau de ta carrière. Je pense que je serais parti plus directement sur un travail personnel et non pas un travail de commande qui a beaucoup occupé de temps et parfois qui m'a fait perdre, alors qui m'a fait gagner de l'argent parce qu'il faut en vivre et que c'est un métier avant d'être une passion, et si je n'en vivais pas, j'aurais peut-être pas eu la chance de travailler sur des choses comme ça parce que ça m'a amené vers des choses assez folles, ça a enrichi ma vie assez fortement, mais je pense que j'aurais plus axé vers des choses personnelles dès le départ. Par peur de se casser la gueule peut-être, par peur de la zone de confort, tout un tas de trucs dont je parlais. C'est encore plus dur aujourd'hui, en vrai. Comment ça? Je pense que c'est encore plus dur de revenir en arrière et d'arrêter la commande aujourd'hui. Ah oui. Je pense que aujourd'hui j'ai plus à risquer, tu vois, j'ai une vie de famille, voilà, mais je le fais quand même, quoi. Je le fais quand même. Bon, alors j'ai pris des précautions pour que les risques soient, on va dire, d'une certaine manière contrôlés, si on peut le contrôler quelque part. Mon fils a toujours à bouffer tous les jours, quoi. En fait, c'est un peu ça le truc. Ouais. Mais j'ai pas envie de lui faire subir souvent mes choix d'artiste, quoi. Enfin, je pense pas qu'il deviendra artiste demain. J'ai pas envie de le forcer à devenir ça. En tout cas, il fera ce qu'il veut bien faire, mais ce que j'ai envie, en tout cas, c'est de pas lui faire subir ça, quoi. Si je fais des choix et que je me trompe, j'ai envie de les assumer et que lui, il n'en subisse pas les conséquences. En tout cas, j'ai envie qu'il ait un papa heureux, quoi, et je pense que c'est le but, montrer la voie dans cette direction-là. Et je le pousse à choisir un truc qu'il a envie de faire, quoi. Peu importe, d'ailleurs, ce qu'il va faire. C'est ça que tu veux dire, que plus tôt, t'aurais peut-être plus vite dû suivre ton instinct plutôt que... Ouais, carrément. Bah déjà, moi je viens d'une filière scientifique déjà au départ. Moi, dans ma famille, il y a pas j'ai pas une famille d'artistes. On est tous des artistes, mais qui n'ont jamais utilisé leur travail pour en vivre. Mon oncle, qui est décédé aujourd'hui, mon oncle Christian, était sculpteur, peintre, etc. Et il n'a jamais fait ça que pour son hobby. Et ce qui était très drôle à ce moment-là, c'est que quand tu vois le truc, moi je faisais du graffiti, quoi. Ma mère comprenait pas ce que je faisais, quoi. D'ailleurs, elle a toujours pas compris aujourd'hui. Je pensais à pas capter. Aujourd'hui, je suis tatoueur, elle comprend pas, quoi. Enfin, tu vois. Pourtant, ça fait 20 ans que tu fais plus que des ça, métiers créatifs. En fait, en réalité, quand j'étais enfant, j'étais déjà là-dedans. Je le savais pas. Quand tu faisais, j'ai l'impression que quand je faisais du Lego, je commençais déjà à être, tu vois, dans une réflexion de création, etc. C'est beaucoup plus tard, en fait, que j'ai compris que c'était ça qui m'animait. Je faisais que ça, quoi. Je faisais du Lego du matin au soir. Et j'avoue que ça, c'était déjà, tu vois, je fabriquais des trucs avec des cartons, du bout de scotch, des machins. J'ai toujours fait ça en tant qu'enfant. Il y a que bien plus tard que je me suis rendu compte que je pouvais te payer pour ça, en vrai. Et ça, c'est fou. Mais ouais. Et ça, quand on te dit, voilà, maintenant, on va te filer des thunes, tu vas continuer à faire ce que tu faisais étant enfant. Waouh. Parce que moi, j'ai pris je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sais toujours pas, d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. J'avance un petit peu au feeling. Il y a rien d'acté, il y a rien d'acquis, d'ailleurs. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai jamais su, quoi. Tu vois, les études scientifiques que je fais un bac biologie mathématiques. À l'époque, bac D. Option dessin, j'ai eu 18 en dessin au bac, donc c'est drôle parce que j'ai jamais fait de dessin de ma vie et d'un coup je me retrouve avec un bac D. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai bossé dans un laboratoire, dans un truc, et je fais quoi? Et puis du coup, je faisais du graffiti à ce moment-là. Je suis parti direct dans une filière créative.
Je fais une mise à niveau et puis c'est parti comme ça. Mais mes parents m'ont pas du tout épaulé bon, financièrement. Un peu comme on aide Ouais, bien sûr. mais très rapidement tu vois ils connaissaient pas, tu vois, c'est des filières qu'on connaissait pas à l'époque, donc ils m'ont laissé partir tout seul et puis du coup tu pars En solo. bah ouais, tu y vas avec tu vois. la serpette et c'est parti quoi. Voilà, puis je suis arrivé à Marseille sans connaître la ville du tout quoi, tu vois, donc voilà, puis T'as tout commencé de zéro. ouais, c'est voilà. Aujourd'hui à refaire, je pense que j'aurais dû faire plus encore de choses personnelles quoi. Parce qu'en vrai, je pense que Ça aurait changé quoi? ça aurait changé. Déjà, j'aurais perdu moins de temps, quoi. Parce qu'à faire des commandes qui des fois ne sont pas acceptées par les clients, qui finissent dans des cartons, c'est beaucoup de temps perdu en vrai. Alors on perd jamais rien, on a appris, j'ai appris, hein, c'était de l'expérience. Mais au final, ouais, dans le graphisme, c'est un petit peu ce que je regrette dans l'idée de projets qui n'aboutissent pas et qui sont une perte de temps, qui ne servent à rien en vrai. Tout le travail que je fais en tant que création personnelle peut être d'une manière ou d'une autre réinjecté d'une certaine manière quelque part. Une idée, un machin ressort toujours, elle s'enrichit l'une l'autre, etc. Tous les projets que j'ai fait pour des clients, les logos avortés, combien j'en ai, j'ai c'est frustrant. la galerie Des logos refusés. Tu devrais faire un livre. La galerie des refusés, mais laisse tomber, c'est la moitié du travail qu'on a fait, quoi, en vrai. Le nombre de modifs que j'ai fait, c'est un truc de malade. Là, le logo plus grand, la typo plus grande, qu'est-ce que ça vient changer dans une carrière, en fait, en vrai, rien. Je m'en rappelle même pas, d'ailleurs, aujourd'hui, alors que je pourrais te parler de tous les projets de création qui ont été faits. Au final, c'est juste financier, on pourrait dire. Ouais, mais justement, je pense que c'est pas que le financier, c'est à quoi sert le temps qu'on passe, le temps passé, quoi. Je pense que des fois, il vaut mieux être en contemplation dans la nature que réellement derrière le bureau, derrière un ordinateur. Ouais. Moi, les meilleures idées, les trucs sont souvent été du temps perdu, mais pas du temps gâché, parce que grossir un logo, c'est du temps gâché. Ouais. Quoi ça sert? Le logo plus gros, non. Bon, c'est la blague, c'est un plus gros logo. Écoute, je vais te faire un parallèle qui est assez drôle, c'est que depuis que je fais des choses définitives, pardon, quand je faisais des logos ou du graphisme, on me demandait de grossir les choses, c'est jamais assez gros, et maintenant on me demande de diminuer les tatouages. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est assez marrant, parce que personnellement, en fait, les gens, notamment moi je fais souvent des petites pièces, on me demande souvent de les diminuer et pas de les grossir, et ça c'est assez marrant. Alors ça peut arriver que les gens veulent des grosses pièces, mais souvent là, on me demande des petites pièces, ouais. Alors qu'on m'a souvent demandé des gros logos, quoi. Enfin, de grossir le logo. Ouais, c'est ça. T'as sûrement vu la vidéo à l'époque, là, Make the Logo Big. Ouais, c'est la chanson, là. Carrément. Bon, c'était très drôle. Cool. Bah écoute, super. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut aller retrouver ton travail? Bah en tapant Tabass sur les internets déjà, je pense que vous allez tomber sur mon site, Instagram, pareil, Tabass Tattoo, mon studio, Tabass & Co, ça pique. Bureau de Tabass aussi pour mon travail d'artiste et de graphiste, voilà, des choses un peu plus formelles, on va dire, des trucs qui sortent du tatouage et tout ça. Et puis ouais, bah de toute façon le site internet, il y a tout dessus, tabass.fr. Cool. Ben, merci beaucoup Cédric pour ce moment avec toi. C'était hyper cool. Bah merci, et puis n'hésitez pas, là pour le coup pour les gens qui écoutent le truc, n'hésitez pas à envoyer un petit message parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Ouais, même si ça bon après si ça vous plaît pas, fermez-la quoi. C'est ça. Parce que on veut pas de votre avis. T'aimes pas, tu suis pas. Mais non, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre un peu des trucs. Des fois, je vois des gens qui suivent le boulot depuis 20 ans où tu te dis ouais, j'avais vu ce truc-là de toi, c'est fou quoi. Tu vois des trucs d'il y a 20 ans, ah ouais, putain, t'étais déjà là. Mais nous on les voit pas quoi. On les entend pas ces gens-là. Puis moi je peux pas leur parler, je sais pas qui c'est quoi non plus. Bah moi je suis sorti de nulle part pour toi. Genre je t'ai écrit un mois. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours des nouvelles des choses, des rebondissements, des trucs. Mais moi je cherche surtout ça, je cherche des connexions, des nouveaux faut enrichir le boulot. Moi je cherche surtout à essayer de monter des choses, des projets. Là en tatouage notamment, là je réfléchis à plein de nouveaux trucs, inviter des gens qui sont pas dans le tatouage d'ailleurs. Je pense à des gens comme Alex One que j'ai vu hier soir ou Seb Jarno qui ont des boulots géniaux du moins qui peuvent se prêter à ce genre de trucs, qui sont assez chauds. Voir s'il y aurait moyen de faire des choses créatives autour de ça ou autre chose justement, parler de création d'art contemporain. Là je réfléchis à plein de projets là, autour de la céramique notamment là. Bref, tout un tas de trucs. Faites signe.
Bon bah, dans 5 ans, je te réinterview et puis on parlera de de ce qui s'est ce passé. que t'as fait entre deux. Non, ça roule. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était ma discussion avec Cédric Malo. Merci à lui pour son temps et son talent. C'est mon bras qui le remercie également. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de discuter avec un tatoueur. Du coup, c'était l'occasion. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à plonger dans l'univers de Tabas en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Cédric a au moins 3 comptes Instagram pour ses différentes activités, donc vous avez l'embarras du choix. Et si l'envie vous prenait soudainement de vous faire piquer, Cédric communique régulièrement ses dates de passage dans une ville près de chez vous sur Instagram. Une raison de plus pour le suivre sur les réseaux. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ami ou sur vos réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, je dis ça mais honnêtement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Je vous sers toujours le même topo parce qu'apparemment c'est ce qui aide ce podcast à grandir et parce que c'est ce que disent tous les autres podcasteurs à la fin de chacun de leurs épisodes. Mais concrètement, est-ce que ça aide vraiment ? Vous en pensez quoi, vous ? Le but, c'est d'être plus visible sur la plateforme d'Apple Podcast, non ? Donc, si l'un d'entre vous sait comment figurer directement sur la page d'accueil d'Apple, qu'il me fasse signe, ok ? Ce qui est sûr, par contre, c'est que si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous vous abonnez à ma newsletter, vous ne louperez plus jamais une actualité liée à ce podcast. D'ailleurs, en parlant d'actualité, si vous habitez sur Paris, n'oubliez pas le tout premier enregistrement live du podcast le 7 novembre prochain à 19h30 à la Slow Gallery à Paris. On discutera du vaste sujet des réseaux sociaux en compagnie d'Alice Lagarde, directrice artistique adjointe du magazine Les Échos Weekend, Aurélien Janet, illustrateur, galeriste et fondateur de Maison Tangible, et l'illustratrice Louise, aka La Ville et les Nuages. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Pour ça, tapez simplement Sens Créatif fait son show, live à la Slow Gallery. Et rendez-vous le 7 novembre. Les liens et les infos dans les notes de cet épisode, ou dans la petite annonce audio publiée la semaine dernière. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Pour découvrir son univers, suivez-le sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou visitez sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao. C'est dans l'interview et tout. On fait une petite Ah merde, désolé. Non, on le fait à la cool, on peut arrêter en Ok, cours de route. bon cool.